Aujourd'hui, un écrit magnifique pour un auteur exceptionnel que vous connaissez peut-être déjà, c'est Yukio Mishima avec Le Soleil et l'Acier. Yukio Mishima, écrivain japonais, né en 1925 et décédé en 1970. Le Soleil et l'Acier, c'est presque un manuel de philosophie. C'est l'héritage de l'auteur sur son mode de vie. Mais une petite introduction et certaines précisions sont nécessaires avant de commencer. L'édition que j'ai est une traduction du japonais vers l'anglais et de l'anglais vers le français, paru chez Folio en 1993. Et on ressent que le texte peut en souffrir quelquefois. Je m'explique. En plus de la double traduction, la traduction anglaise ne semble pas moderne. Et ça peut se ressentir parfois dans certains éléments de vocabulaire qui ne font pas ressortir certains concepts qui sont propres à l'Orient japonais. Et ça va de mots comme par exemple guerrier. Dans le texte on dit souvent guerrier alors que c'est normalement samouraï qui devrait être utilisé. Donc c'est que à travers le mot samouraï, il y a une dimension éthique, il y a une dimension honorifique, il y a une dimension différence en fait qui émane du terme samouraï par rapport à guerrier. Un guerrier et un samouraï, il y a quand même une différence historique et profonde dans ces deux mots. Pareil, parfois on va parler d'escrime, alors que l'escrime est une discipline qui est par exemple postérieure à l'époque des chevaliers, de ce genre de guerrier. Et en vérité, on parle du kendo. Le kendo qui était le maniement du sabre pratiqué par les samouraïs. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des concepts qui sont vraiment propres à la culture occidentale et des concepts qui sont vraiment propres à la culture orientale. Par exemple, le rapport avec la mort. Et en plus, l'auteur, il en a vraiment un spécial. Certains points sont assez complexes. L'auteur est plutôt complexe aussi. Donc on va pouvoir voir tout ça. Je vais vous parler du livre dans son idée directrice pour vraiment vous inviter à vous y plonger dedans. Juste une dernière chose. Dominique Palmé a entrepris la traduction de Mishima directement du japonais et elle a commencé par Confession d'un masque dont on parlera dans une deuxième partie. Cette traductrice s'attache à rester au plus proche de l'auteur et n'hésite pas à rajouter en bas de page des annotations pour nous aider un petit peu dans notre compréhension de l'écrivain. Alors, la traduction du Soleil et l'Acier n'est pas en projet. Ceci étant, elle souhaiterait vraiment pouvoir traduire les autres œuvres de Mishima, à savoir certaines de ses œuvres théâtrales. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet du Soleil et de l'Acier. Dans ses écrits, l'auteur met en avant deux concepts, les mots et le corps, soit le culte du physique et le culte des mots, soit la littérature, soit la musculation. L'auteur explique vivre de par les mots. Et l'intervention du soleil va favoriser cette rencontre avec l'acier et ce corps. Ça va aussi lui permettre de développer son goût pour la souffrance. Et la perfection de la souffrance est pour lui la mort. Selon lui, la littérature et les mots appartiennent au monde de la nuit, au sens où les œuvres littéraires sont le fruit de pensées nocturnes. Et que pour s'y consacrer, sa chambre va être le lieu propice à la réflexion et à l'introspection. Mais les hommes qui se complaisent dans ces profondeurs obscures ont un ventre flasque et un épiderme terne. À la base, il estime le soleil comme hostile, mais il va faire sa réconciliation avec le soleil alors qu'il a 27 ans sur le pont d'un navire en direction de la Grèce. Il sera séduit par le corps à travers l'idéal de la Grèce antique et de ses corps très musculeux. Ceci étant, une musculature ne se crée pas seulement face au soleil et il va faire appel à la discipline de l'acier. Bref, il va commencer à soulever de la fonte et il va partir dans des gros entraînements de guerrier. Il éduque désormais son corps dans cette voie-là et il va être fasciné par la capacité qu'a la pratique de l'acier à augmenter son corps, à augmenter son physique et vraiment à l'opposer à ce qu'il considère de faible. Il y a une opposition volontaire entre l'obscurité des mots assimilée à la fragilité, à la détresse, à la vulnérabilité, à une peau moite, contre la lumière solaire, assimilée au bronzage, à la robustesse, une forte musculature et une peau rêche. Et cela permet à l'esprit de se rassurer et de lui donner un esprit combatif et intrépide. Chez Mishima, la musculature a une fonction esthétique. Il se crée une œuvre d'art avant d'être quelque chose de pratique. L'objectif est de pouvoir offrir à la mort un corbeau. Non, un corbeau. Lauréat du Grand Prix du Festival d'humour de Paris. Il y a une démarche profondément romantique. Il associe la musculature à quelque chose de tragique, même d'érotique, et qui doit s'offrir à la mort dans la gloire. Empoigner la souffrance, c'est le rôle du courage physique. Alors vous l'avez peut-être compris, mais la mort, c'est la fascination de Mishima. Il admire la mort glorieuse, pleine de vaillance et d'honneur. Il évoque même qu'il est impatient d'y passer à 18 ans. Mais à ce moment-là, il n'a pas le physique, et il va y échapper. On en reparlera. Un de ses livres de chevet, c'est bien sûr Akagure, qui regroupe les préceptes pour s'engager sur la voie du samouraï, et on peut même retrouver ce genre de texte. Chaque matin, votre esprit doit recommencer à affronter l'idée que vous êtes déjà mort. Chaque jour, au cours de la matinée, alors que votre esprit est en paix, n'oubliez jamais de penser que vous êtes déjà mort.
Réfléchissez à toutes sortes de morts. Imaginez les moments où la mort peut soudain vous surprendre. Comme lorsque vous êtes mis en pièces par des flèches, des balles ou des sabres, emporté par une grande vague, contraint de sauter dans les flammes d'un feu ardent, frappé par la foudre, emporté par un tremblement de terre gigantesque, jeté dans un précipice vertigineux, décimé par une maladie fatale. Perso, moi j'adhère. En plus de la musculation, il se consacrera à la boxe et au kendo, où il fera l'expérience de la pure sensation de force. Et encore une fois, c'est un moyen d'approcher la sensation ultime, celle de la mort. Bref, le mec est plutôt chaud quand même. Il développe son idée de conscience, souffrance, adversité et puissance, et on ressent vraiment la complexité de l'esprit de l'auteur. Point important que j'ai noté dans la discipline de l'auteur, c'est qu'il ne souhaite pas altérer son esprit avec la consommation de drogue ou d'alcool. Thématique importante dans cet écrit, c'est le culte du héros. Il associe la musculation au culte du héros, un petit peu comme ils le sont représentés dans la mythologie grecque. Et il nous explique que les personnes qui trouvent que ce culte est ridicule sont souvent des personnes soit en surpoids, des personnes obèses, ou que c'est des personnes qui ont pas de muscles. Des muscles mous en l'occurrence. Parce que cette beauté du corps n'est pas comique. Elle est tragique, elle a une autre finalité, et j'insiste sur le côté tragique. Mais alors, question, avec tout ça, est-ce qu'il consacre encore du temps aux mots? Réponse, oui. Mais c'est un petit peu complexe, et on va voir ça. Alors, il semble pas fier de tous ses chefs-d'œuvre. À vrai dire, il les considère dans un premier temps comme des défaites, mais il va les reconsidérer comme des victoires. Mais s'il les a considérés certaines fois de la sorte, c'est parce qu'il a estimé que le combat n'était pas au rendez-vous. Il écrit ceci. Pour moi, je cherchais la lutte, en tant que telle, quelle qu'en fût l'issue. Je ne me sentais aucun goût pour la défaite, encore moins pour la victoire, sans combat. Cette phrase est vraiment magnifique. Et en fait, il va vraiment trouver un endroit où il va pouvoir se consacrer à la lutte et au combat, et c'est un endroit qui est en dehors des arts. C'est dans celui de la pratique de la boxe, de la musculation et du kendo. Bref, le corps, il finit par écrire « Mon but dans la vie » et d'acquérir les multiples attributs du guerrier. Les mots et le corps. Un défenseur de l'art et un combattant offensif. C'est son concept de l'art et l'action où tout s'équilibre. En fait, dans ce passage, on ressent encore plus la complexité du personnage et peut-être aussi un petit peu la désuétude de la traduction. Il va associer les mots à l'immortalité et le corps à la mortalité. La littérature permet d'être immortel, le combat permet d'être mortel et de mourir en beauté comme les anciens Grecs. Maintenant, c'est caviar. Dans la voie du samouraï, il continue ses entraînements avec les forces d'autodéfense japonaises. À savoir qu'il s'est créé son petit corps franc, et ses entraînements lui procurent un bonheur magnifique. Et il évoque le soleil couchant, la culture physique, la sueur, le vert des herbes, les carabines, tout cela le plonge dans une joie profonde. Il fait l'apologie de l'uniforme, de la virilité et toujours de la combativité. Il parle des exercices de tir qu'il réalise sous la pluie, des courses à pied qu'il réalise en hiver, dans le froid. Cette dépendance au sport, ce rythme effréné, la soif même d'action violente. Il est parfaitement serein, il est totalement dans son élément et en fait il se prépare comme une machine de guerre. Et il assimile enfin ce qu'il appelle bonheur à ce que les autres appellent danger imminent. Parce que l'heureux sentiment d'exister du soldat ne doit se solder que par une fin tragique, la mort. Et l'une des plus grosses angoisses de Mishima, c'est que le temps le mette en échec, parce qu'il a parfaitement conscience que son corps va vieillir, qu'il va dépérir. Il va avoir ce qu'on appelle de la fonte musculaire, son organisme ne va plus avoir les capacités à recréer du muscle, à se renouveler. Et par conséquent, il va se dégrader. Sa plus grosse angoisse, en fait, c'est de mourir peu à peu comme ça, de mourir dans son lit. Et il n'oublie pas que les anciens Grecs enviaient ceux qui mouraient jeunes, car ceux qui mouraient jeunes étaient aimés des dieux, ils étaient rappelés auprès d'eux. Et il entend bientôt s'accomplir de la sorte. La dimension de groupe va grandir en lui comme étant quelque chose de complémentaire à sa philosophie, que les hommes peuvent être unis dans une souffrance commune. Et désormais, il ne fait qu'un avec son groupe. Mishima nous parle de sa frustration pour le monde d'aujourd'hui, et peut-être de sa nostalgie pour le Japon d'avant la fin de la guerre, qui était à l'opposé du vulgaire et qui n'avait pas d'avenir. Et là, on ressent qu'il se complaît dans une forme de nihilisme, qu'il a pu retrouver ce vieux Japon grâce à un passeport qu'il avait et qui est finalement sa culture du corps, qui lui permet de retrouver ce passé pour le mettre au présent. Il visite l'ex-balle naval d'Etojima, qui est transformé en musée, et où on peut consulter les derniers écrits des kamikazes, qu'il admire et qu'il considère comme des héros. Il est d'ailleurs fasciné par le style plein de bravoure, de volonté et de gloire dans l'accomplissement de leur devoir ultime pour la patrie. C'est la mort tragique dans tout ce qu'il y a de plus majestueux. Du coup, il va vouloir faire une certaine expérience. Alors d'abord, il va se tester dans une chambre de décompression pour se rendre compte
des effets de l'altitude sur son corps, et encore une fois, il va avoir le goût de la mort sur les lèvres, et il va pouvoir être prêt à faire une séance de vol. Il va embarquer alors dans un Lockheed F-104 Starfighter, c'est un chasseur des années 50 monoréacteur supersonique qui sera notamment connu pour avoir été utilisé pendant la guerre du Vietnam. Il atteint 13 500 mètres d'altitude pour une vitesse de Mach 1,3. On ressent qu'il veut clairement s'approcher des émotions éprouvées par les pilotes de l'unité d'attaque spéciale. Il est presque étonné de rester vivant lorsqu'il évolue au-dessus des nuages et d'être entouré par ce monde de lumière totale. Et maintenant, le livre se termine sur un poème d'Icare. Merci si vous avez réussi à m'écouter jusqu'au bout. Je vous invite à me rejoindre dans une deuxième partie où on va prendre un petit peu plus de recul sur Mishima avec sa biographie, et notamment à travers son autobiographie avec Confession d'un masque. On va aussi aborder son corps franc, la société du bouclier, et son suicide par seppuku. Ça va être caviar encore, on peut le dire. A tout de suite.